Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets, et qui est là même l'été. Et oui, pas de baisse de régime, il n'y a pas de raison, c'est l'été, c'est là où vous avez le temps de vous former, de changer de vie, où vous êtes sur la plage, les gosses sont en train de faire des châteaux de sable, et vous vous ennuyez avant, vous souvenez avant les smartphones, comme on s'ennuyait à la plage, on avait chaud, ça collait, les livres, on savait jamais s'il fallait se mettre sur le dos, sur le ventre pour les lire. Et bien maintenant, tout a changé, vous pouvez avoir vos AirPods, être sur la plage, ou que sais-je, travailler avec votre chef qui est en vacances, et donc vous pouvez écouter les podcasts, ou alors vous êtes en train de déménager, faire des travaux, ou que sais-je. En tout cas, vous pouvez écouter l'épisode de la semaine de Bye Bye Patron qui sort chaque mercredi à 7h. J'espère que l'épisode de la semaine dernière avec Xavier vous a plu, j'ai eu pas mal de retours. Maintenant, on a un groupe Telegram aussi, donc avec les auditeurs du podcast à l'heure où je vous j'enregistre, blablabla. À l'heure où j'enregistre, on a 45 personnes sur ce groupe Telegram et j'ai déjà commencé à poser des questions. Donc sur le groupe, vous pouvez commenter les épisodes et aussi si vous avez des questions ou si j'ai des questions à propos d'investissement, d'immobilier, je la pose directement sur le groupe et chacun peut se donner son avis. Par exemple, là, je suis reparti en visite. Ça faisait très très longtemps que c'était pas arrivé, mais depuis mi-juin, j'avais plus d'achats en cours. En fait, en juin, j'ai signé 3 biens et ça m'avait demandé pas mal d'énergie, notamment avec les banques, parce que j'ai travaillé avec une banque en dessous de tout, qui m'a demandé beaucoup de temps. C'était un mauvais choix de banque, je l'ai su qu'à posteriori souvent, on s'en rend compte comme ça. Et j'étais un peu rincé, en plus, un des biens qu'on a acheté. Alors c'est surtout Michel, mon associé, qui s'est occupé de gérer le chantier, mais on avait un chantier à faire, là maintenant c'est fini. Donc voilà, j'avais fait une pause de 1 mois sans achat, sans visite. Je suis reparti en visite et j'avais des questions sur des biens, sur la stratégie à adopter pour envoyer une offre. Je l'ai balancé dans le groupe Telegram et j'ai eu des super retours. Donc pour faire court, en fait c'était un bien et c'était possible d'acheter le bien seul, le bien avec un garage, le bien avec 2 garages. Et je m'interrogeais sur la meilleure stratégie à adopter. Voilà, le groupe Telegram, si vous voulez nous rejoindre, dans la description du podcast, comme toujours, où que vous soyez. Merci à tous sur Spotify. J'ai plus que 100 notes. C'est pas beau ça? 100 notes, incroyable. 100 personnes qui ont cliqué sur le bouton. Sur Apple Podcast, 77 notes et un nouvel avis. Elle est pas belle la vie. Alors, je vous le lis, il vient de AppleFred68, mais je sais que sur Insta, tu t'appelles InstaFred68. 68, ça sent bon l'Alsace. Clairement, mon podcasteur alsacien préféré, le choix de ses intervenants sont top et fournit plein d'idées d'investissement. Découvrir le parcours de personnes qui y sont arrivées montre qu'avec une bonne stratégie, du temps et de la rigueur, tout le monde peut arriver à un bon résultat. Ne change rien à ta formule. Et l'épisode du jour avec Claire, franchement, il reprend point par point ton commentaire. Claire, elle est ultra déter. Franchement, elle s'appelle Claire Ducier sur les réseaux. Moi, si j'avais choisi, je l'aurais appelée Claire la déter. Claire, elle a été juriste et elle est aussi investisseuse. Elle a les 2 casquettes. C'est incroyable. Elle a une 3e casquette, elle est alsacienne. Et oui, l'Alsace, c'est beau, il fait bon. Ça sent bon, surtout l'été. Alors bon, parfois, je parle peut-être un peu trop de l'Alsace où je surprivilégie cette région. Mais voilà, moi, je suis expatrié. Quand on est expatrié, ces racines, tant elles nous manquent. Donc, dès que j'ai un petit retour aux sources, ça fait toujours du bien. Et Claire, c'est la première personne que j'ai rencontrée dans la vraie vie suite en fait à tout mon parcours de réseaux sociaux et bien avant le podcast. Donc en fait, Claire, je l'avais rencontrée sur Instagram. Voilà, j'avais commenté une de ses stories où elle décollait du papier peint. Et puis ensuite, je me suis aperçu qu'elle était de Strasbourg. Voilà, on a étudié dans la même ville, plus ou moins à la même période. Si ça se trouve, on s'est croisés au Resto U ou à la BU, à la bibliothèque universitaire, mais en tout cas, on s'était jamais parlé. Et là, je vois des réseaux sociaux. Grâce à ça, on peut rencontrer quelqu'un qui vient de la même région. Et c'est super sympa d'échanger parce que forcément, les investisseurs moi, j'investis beaucoup en Alsace. Donc, quand vous échangez avec des investisseurs de votre région, on vous parle de villes qui fonctionnent bien, de stratégies qui fonctionnent bien en fonction des villes, des projets urbains qui se développent, etc. Donc vraiment, ça a été vraiment une joie de la rencontrer. Et puis elle fait pas les choses à moitié, voilà. Elle a complètement changé de parcours professionnel
Donc, comme tu l'as dit dans ton podcast, dans ton avis, monsieur Apple Fred ou Insta Fred, voilà. Elle a pris le temps un peu, elle a mis les choses en place et maintenant, j'ai l'impression qu'elle est très heureuse avec la vie qu'elle mène. Et avec Claire, on aurait pu faire un épisode complet sur son parcours parce que justement, il est vraiment atypique et elle a réussi un concours qui était très compliqué pour au final changer de voie professionnelle. Mais j'ai préféré, et puis bon, on s'est mis d'accord tous les deux, faire un épisode principalement orienté sur comment bien maîtriser les textes légaux, à quoi il faut faire attention quand on est investisseur et comment faire pencher la balance de son côté, sachant qu'on le sait très bien, notamment le contrat de bail, c'est un contrat qui est très déséquilibré à la faveur du locataire, donc il faut vraiment être carré dans tout ce qu'on fait quand on est investisseur, ne faites pas n'importe quoi. On est là pour faire 2 millions d'euros, des gros bifetons, mais toujours en faisant très attention à ce qu'on fait. Voilà, on fait les choses au sérieux. Peut-être que parfois on ne se prend pas au sérieux, mais on les fait sérieusement. On va parler de quoi, Claire? On va parler notamment comment est-ce qu'on vend ou à quoi il faut faire attention quand on achète un appartement qui est déjà loué. Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce qu'elle pense des protections juridiques? Comment on fait le choix d'un bon candidat? Comment est-ce qu'on identifie des papiers qui seraient falsifiés? On va parler aussi un peu de copropriété, des frais d'exécution qui sont donc quand vous avez un jugement d'expulsion, qui doit payer les frais d'huissier, comment ça se passe une expulsion et tout ça et bien d'autres choses encore. Ça vous met l'eau à la bouche, hein. Parler de textes juridiques en plein été sous la canicule, mais c'est super important et vraiment Claire, elle va nous éclairer justement sur des aspects. Elle va pas faire du blabla juridique, des textes comme dans le sketch des inconnus là où on comprend rien. Elle va droit au but. Et pourquoi est-ce qu'elle arrive à faire ça? Notamment parce qu'elle est investisseuse elle-même et qu'elle a formé aussi, elle est speaker dans pas mal d'événements et elle a formé aussi des investisseurs à faire les choses vraiment de façon carrée. Par exemple, notamment les états des lieux d'entrée et de sortie. Donc voilà, ça a été vraiment un plaisir d'échanger avec Claire. Avant de la retrouver, je fais juste un petit point sur... j'ai repris les visites, comme je vous l'ai dit par rapport au canal Telegram. Les agents IMO, toujours au top niveau. Donc il y a ceux qui n'arrivent pas à ouvrir les box de parking, qui me demandent de le faire. Et c'est moi qui dois m'occuper des cadenas parce qu'ils n'arrivent pas à ouvrir un cadenas. Il y a les agents IMO qui me disent que pour refaire la façade d'un immeuble, ça coûte pour un 50 mètres carrés 2500 €. Disons que j'y crois moyen, surtout avec les normes écologiques. De ce que j'en sais, c'est plutôt dans les 15 000 €, 10-15 000 €. Donc j'ai eu ça, j'ai eu l'agent IMO qui savait pas mesurer avec un mètre laser. Donc c'est moi qui ai dû lui faire les mètres de son appart qu'elle vend depuis 2 ou 3 mois. Voilà, c'est toujours le top. Énormément d'annonces avec des numéros de fixe, des agents IMO qui me laissent même pas leur numéro de portable, etc. Elle est pas belle la vie. À l'heure qu'il est, on est samedi 23 juillet et j'ai envoyé 2 offres. Et on verra bien ce que ça donne d'ici à ce que le podcast soit diffusé. J'espère que le podcast donc avec Xavier vous a plu. J'ai eu aussi énormément de retours par rapport au podcast que j'ai fait chez Tony. Donc je suis passé chez Tony, Une vie de liberté aka Tonton Mindset, et on a fait un podcast sur les punchlines de rap. On avait fait le match aller sur mon podcast. Donc c'était l'épisode du 22 décembre. Et puis j'ai fait je suis passé sur son podcast pour le match retour. Et à la fin, on a clôturé ça avec un petit rap. Alors pour vous raconter la petite histoire, Tony, on devait enregistrer, je crois que c'était à 14h30 le dimanche. Et dimanche matin, il m'envoie un WhatsApp et il me dit « Écoute mec, j'ai fait un truc, j'ai posé un rap. » Ça m'a pris pas mal de temps. Et je me suis dit « Ouais, c'est le moment où j'avais. » Je sais pas, il était 10-11 heures. Enfin, je devais déposer des gens à la gare et tout. Je reviens, il est 11h du matin. J'ai dit à Tony, envoie-moi la prod, l'instru. Et donc, j'ai écrit un petit texte. Et puis, je lui ai envoyé juste avant qu'on fasse le podcast. Et puis, il était très agréablement surpris. Et franchement, on s'est trop marré. On nous demande, pas mal de gens nous ont demandé un album. Et écoutez, si on fait un album, on aura besoin de vous.
parce que ça prend un temps fou et que je suis pas sûr qu'on aura l'inspiration pour faire tout un disque de 15 titres. En tout cas, bon, après, on va dire, on sort des podcasts tous les deux, toutes les semaines. Donc, l'inspiration, on en trouve, mais voilà, on s'est vraiment bien marré. Si vous n'avez pas écouté l'épisode, vous pouvez écouter l'épisode donc chez Tony, Une vie de liberté. Merci pour tous les retours que j'ai eu aussi de Xavier Cada, donc par rapport notamment à ce podcast, de Vince l'Audacieux, de Nix, voilà, de Shay Invest. Merci à vous pour les retours. Et ce que j'adore, si vous voulez partager en story, c'est en fait quand vous écoutez le podcast, vous prenez une photo de l'endroit où vous êtes. Bon, y en a qui m'ont dit, ouais, moi je l'écoute pas dans des conditions que tu voudrais connaître, mais sinon, si vous êtes dehors au grand air, en vacances, je sais pas où, vous prenez une photo, vous me taguez, voilà, j'écoute le podcast à la plage, dans la nature, je sais pas, dans votre voiture, j'aime trop voir ça. Donc, merci à tous, on va démarrer avec Claire. N'oubliez pas, partagez, likez l'épisode. Franchement, l'épisode d'aujourd'hui, ça pourrait être une formation payante parce que Claire, elle a vraiment bossé pour vous délivrer un contenu d'hyper bonne qualité. Donc, partagez le podcast. Je pense que n'importe quel investisseur ou investisseur en devenir, il devrait l'écouter. On se retrouve avec Claire de l'autre côté. Jingle. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on est accompagné d'une Alsacienne, c'est pas beau, un peu d'Alsace sur ce podcast, ça manquait. Salut Claire, comment ça va ? Salut Bye Bye Patron, ça va, merci beaucoup pour ton invitation. Et toi ? Ça me fait très plaisir de t'avoir, d'autant plus que ça fait un petit moment qu'on se connaît à présent et qu'il était plus que temps que tu passes sur le podcast. Alors aujourd'hui, on va parler de deux choses. On va parler de ton parcours qui est assez atypique et on va aussi parler de ta spécialité, ce qui est le fait d'être à la fois juriste et investisseuse. Avant de commencer, j'aime bien que les invités ou invités et eux, ils présentent une expérience professionnelle un peu insolite. Qu'est-ce que tu pourrais nous en partager une, s'il te plaît ? Avec plaisir. Donc pendant mes études de droit, je cherchais déjà à gagner un peu de sous et en même temps faire ça pour m'améliorer professionnellement. Donc je me suis portée candidate auprès d'un huissier de justice pour être témoin au niveau des ouvertures forcées. Donc ça veut dire que quand l'huissier de justice va péter une porte, entre guillemets, il a le droit hein, quand il le fait avec le serrurier. Si le débiteur est absent ou qu'il refuse l'accès, il faut des témoins pour simplifier. Et donc j'étais une de ces témoins, donc on avait rendez-vous à 6h30 au centre de Strasbourg, et puis on allait voir soit des squats de cave dans le quartier d'Haute-Pierre, si vous connaissez, big up à Strasbourg, voilà. Ou alors des saisies, ce genre de choses. Donc ça m'a mis, c'était en 3e année de droit, ça m'a mis le pied à l'étrier, de voir que bien sûr c'est quelque chose de très difficile, et que ça n'empêche pas d'être humain. Et je pense que les personnes qui par la suite dans mon parcours juridique, et notamment au niveau huissier ou clerc d'huissier, sont tombées sur moi, je leur ai toujours laissé une chance bien sûr de régler leurs dettes et toujours en restant humain. Voilà. Et je gagnais quand même 6,60 € par porte ouverte, donc tu vois, j'ai espéré toujours qu'on fasse au moins 5 ou 10 portes le matin, donc ça me rapportait 60 € pour ma matinée. C'était plutôt rentable en tant qu'étudiante en droit. Et c'était souvent des caves ou des garages ou c'était chez des gens ? Alors, c'était les deux. Et puis justement au niveau des squats, je me demandais un peu à quoi ça ressemblait. Moi, j'avais jamais vu ça. Et en fait, c'est plutôt bien installé. C'était des mecs qui défoncent des portes dans des caves pas trop occupées, mais ils se mettent un petit canapé, une télé. Donc ça, on devait aller constater ça et faire le rapport au propriétaire. C'était des bailleurs sociaux, clairement. Et puis après, au niveau des gens, les saisies-ventes, donc c'est-à-dire le fait de saisir des meubles, ça existe dans la loi, mais ça se fait plus trop en pratique parce que voilà, saisir une télé, ça vaut pas grand-chose, les meubles Ikea, ça vaut pas grand-chose, mais c'est plus pour l'aspect psychologique. Okay. Et surtout, trouver un accord avec la personne parce que c'est plus simple pour tout le monde et plus rapide. Ok, super. Et j'ai une question qui me vient tout de suite et après on enchaînera sur le parcours. J'ai déjà eu 2 amis à moi, bailleurs, qui ont eu des locataires. Donc un, c'était un garage et l'autre, c'était vraiment un appartement qui sont allés en prison. Comment ça se passe dans ces cas-là ? Est-ce que tu dois, donc forcément ils payaient pas. Comment ça se passe dans ces cas-là ? Est-ce que y a 2 traitements juridiques différents en fonction de si c'est un box de garage et une habitation ? Exactement. Tout à fait. Déjà, le premier critère, effectivement, c'est le paiement.
parce que parfois le paiement peut continuer même si la personne est en prison. Donc là, c'est pas parce qu'un locataire est en prison que le bail peut être résilié. En tout cas, dans la loi, ce n'est pas prévu. Après, au niveau du garage ou d'un bail d'habitation, effectivement, un bail d'habitation classique est beaucoup plus protégé en droit français qu'un garage, en fait. Un garage, en principe, c'est ce qui s'appelle un bail civil. C'est un bail, en fait, sur lequel vous mettez d'accord sur le bien loué, sur le prix, mais il n'y a pas toutes les protections qu'on peut connaître, qui sont très longues comme en bail d'habitation. Je peux recommander un schéma d'expulsion, entre guillemets, de la procédure d'expulsion un peu longue en bail d'habitation pour les gens qui le souhaiteraient, qui se trouve sur mon blog. Donc, vous le retrouverez sur recouvrement-facile.com. Et ben voilà, il est jamais trop tôt pour faire une petite pub sur le blog. Allez voir le blog de Claire. On y apprend. Justement, c'est pour ça que je voulais t'avoir absolument sur le podcast, parce que tu as une vue un peu différente des investisseurs, on va dire un peu sur le tas qu'on peut être, où on a appris des lois en lisant à droite à gauche. Mais voilà, on n'est pas parti de la loi pour devenir investisseur. On est souvent parti du fait d'investir pour se tourner vers la loi. Est-ce que tu pourrais nous raconter ce que tu fais aujourd'hui ? Oui, avec plaisir. Pour compléter ce que tu as dit avant, en fait, j'aime pas du tout le blabla juridique. C'est pour ça que les investisseurs apprécient mes partages. J'ai aussi mis les pieds, par exemple, dans des appartements dégueux. En fait, pour te dire, je prévoyais toujours une tenue d'expulsion. Donc, c'était des habits que j'étais prêt même à jeter si je me tapais des puces, je sais pas trop quoi. Voilà, j'ai pas mal d'expérience de terrain. Donc, je sais ce qui intéresse les investisseurs et ce qui ne les intéresse pas. Alors, donc, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Donc, je suis une ancienne clerc d'huissier de justice et j'ai terminé, on va dire, mon contrat de travail façon salariée il y a un peu plus d'un an maintenant, c'était début 2021. Donc, je partage mon temps entre différentes activités. La première, c'est de partager, d'avoir des formations en ligne, en fait, au profit des investisseurs immobiliers. Par exemple, j'ai une formation en ligne qui plaît beaucoup sur l'état des lieux, comment réussir un état des lieux, comment on réussit surtout l'après état des lieux de sortie, parce que c'est toujours là qu'il y a les problèmes. Donc, avec, modèle de documents, modèle de courrier juridique. J'ai une autre activité qui est le fait d'accompagner des élèves huissiers ou commissaires de justice aujourd'hui à réussir leur examen professionnel. Et j'ai également ce que je considère comme une autre activité, parce que ça demande quand même plus de gestion que de la gestion locative classique, c'est la location courte durée, puisque j'ai plusieurs Airbnb, comme on dit, plusieurs locations courte durée à gérer. Et je suis super haute sur Airbnb et je souhaite le rester, donc ça demande du travail et de l'attention. Ok. Ouais, super haute, félicitations, parce que pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai vu que j'avais reçu un 4 sur 10 moi, sur Booking, parce que j'ai une voyageuse qui a pas pu suspendre en fait les draps. Donc on lui avait prévu 3 draps pour 15 jours. Visiblement, ça lui a pas suffi. Donc elle les a lavés et elle pouvait pas les étendre parce que c'est un studio. Donc elle les a mis sur les arbres de la résidence et une voisine lui a dit que c'était pas possible. Et du coup, j'ai eu un 4 sur 10 par rapport à ça. Donc ça fait toujours un peu chier. Et donc on voit que être super haute, c'est un travail de chaque instant. Exactement. En tout cas, le point commun de ces activités, c'est que j'ai voulu concevoir mon quotidien pour être fait à 100% en ligne. Ok, donc tu délègues forcément les entrées-sorties de tes Airbnb et puis donc vu que t'es formatrice, tu peux faire ça de n'importe où dans le monde. De n'importe où dans le monde. Et pourquoi, est-ce que tu veux en parler, pourquoi est-ce que tu as quitté ce beau métier si apprécié du monde des huissiers de justice pour te tourner justement vers ce type d'activité? Alors on voit bien, tu l'as dit, tu peux travailler de partout. C'est déjà un sacré avantage. Pourquoi tu as voulu changer de voie alors que tu avais réussi quand même un concours qui était, il y a à peu près 10%, je pense, de réussite. Beaucoup de concours juridiques sont assez compliqués, oui. Et celui d'huissier en fait partie. Et de ce que je sais aussi, en plus, tu peux te rater qu'un certain nombre de fois limité. Exactement. Excellente question. Donc, j'ai réussi mon diplôme d'huissier de justice à l'époque, donc commissaire de justice aujourd'hui. Et du premier coup en plus, donc il y a que 4 possibilités de le présenter. Donc, j'étais moi-même surprise, honnêtement, de réussir du premier coup. Et en fait, une fois que j'avais réussi mon diplôme, j'ai eu quelques mois de chômage et en fait, j'ai trop aimé. Alors, je vais un peu casser les codes, mais c'est pas grave. Tu vois, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai pu organiser mon quotidien comme je le voulais. Je pouvais voir mes amis la semaine, je les invitais à déjeuner. J'ai fait du bénévolat, j'ai promené des chiens à la SPA. Moi, j'adore les animaux, donc voilà, j'ai pu faire ça. Je suis aussi partie quelques jours en Thaïlande, par exemple. Enfin bon, bref. Et en plus, tout ça, j'étais payée. Donc vraiment, le top du top, puisque j'avais travaillé avant, donc j'avais cotisé au chômage.
Mais voilà, à un moment, je me suis dit, il faut quand même que je m'y remette. Voilà. Cette belle vie de chômeur ne peut pas continuer. Donc, j'ai cherché une étude. J'ai cherché à racheter une étude d'huissier de justice à m'installer. J'ai pas trouvé ce que je cherchais à l'époque. Donc, je me dis, c'est pas grave. Je vais retourner en tant que clerc d'huissier, titulaire de l'examen professionnel et contribuer à une étude. Et en fait, le temps passant, j'avais plus de 2 heures de trajet par jour. Je voyais que mes horaires, je pouvais pas les modifier. Par exemple, j'avais 2 heures de pause le midi. Aucun intérêt quand on est salarié. Donc, j'avais demandé au chef, est-ce que on peut réduire à 1 heure la pause? Bien sûr que non. Donc, il avait refusé. Et évidemment, qu'est-ce que tu fais quand t'as 2 heures, que t'as personne qui t'appelle? Tu travailles. Voilà. Tu travailles. Elle est pas belle la vie. Exactement. Donc, il avait tout intérêt à me le refuser. Donc voilà, je commençais à voir un peu les limites du système et ça me pesait beaucoup. Mais je me suis dit, attends, j'ai coché toutes les cases. J'ai les diplômes qu'il faut, j'ai le CDI. J'avais pas un salaire de folie non plus. Je gagnais 1930 euros net en 39 heures, dont 50 euros de SNCF. Donc ça faisait 1880 euros net. Donc voilà, c'est pas dégueu, mais c'est pas non plus Pour pas en Thaïlande 4 fois par an avec ça. Hein. On est bien d'accord. J'avais un 13e mois quand même. Okay. Généreux. Voilà. Donc je me suis dit, je comprends pas, j'ai coché toutes les cases, pourquoi je suis malheureuse? Je me sentais même mal, tu vois, je commençais même pour te dire, j'en voulais presque à mes parents d'avoir fait faire des études, alors que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à son enfant. Donc je dis non, il faut que je trouve des solutions, et puis j'ai vu une pub pour un livre, je savais pas du tout qui l'avait écrit, et ce livre, ça s'appelait « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Et c'était totalement mon mood, je me suis dit, punaise, j'ai réussi mes études de droit, contrairement à beaucoup de monde, et je suis pas heureuse, j'aurais dû avoir la chance de rater mes études. Donc j'ai lu ce livre-là, et ça m'a ouvert complètement la perspective sur les business en ligne, le fait de pouvoir partager la vraie valeur aux gens, d'être apprécié pour ça aussi, parce que je trouvais que j'étais pas vraiment appréciée à ma valeur chez les huissiers de justice et les commissaires de justice. Donc pourquoi pas se faire une belle vie et très bien gagner sa vie en réalisant un rêve de pouvoir travailler de n'importe où. C'est incroyable ça. Ouais, bien sûr. Et l'auteur de ce livre, il est passé sur ce podcast il y a quelques mois, il en a vendu plus de 100 000, mine de rien. Donc, j'espère que la plupart ont pu prendre le même chemin que toi, parce que tu as l'air bien épanoui à présent. C'est très intéressant. C'est vrai que, alors je sais pas si je vous le dis souvent les auditeurs, mais en tout cas quand on est sur Internet, moi là, je me suis lancé un peu par hasard dans ce monde des réseaux et tout ça. J'avais été investisseur bien avant. Et en fait, on reçoit beaucoup d'amour. Je pense que c'est quand même le terme. En tout cas, des retours super sympathiques. J'ai aucun ami qui m'envoie des tels pavés, même après que j'ai organisé son enterrement de vie de garçon ou sa baby shower. Je reçois pas des cœurs, des trucs trop motivants, trop inspirants et tout. C'était trop bien gros, merci. Et puis ça se limite à ça. Alors que via Internet, souvent on parle un peu de la haine et tout ça, surtout via Twitter, que je connais pas très bien comme plateforme. Mais en tout cas, nous, on a vraiment beaucoup d'ondes positives qui nous arrivent. Et puis même, on avait fait ensemble le week-end en Alsace, là, entre investisseurs. Et puis, on a eu des super retours. Tout le monde était, je pense, plus que ravi. Exactement. En tout cas, dans les partages que j'ai ou les personnes qui m'envoient du love, comme tu dis, là, j'ai fondé avec Aurélien le groupe Facebook Bâtir son empire immobilier. On est bientôt 11 000 membres. Donc, c'est pas innocent non plus, quoi. C'est très puissant, Internet. Quelques haters aussi, on va pas se mentir, mais c'est pas ce qu'on retient. Ouais. Et puis c'est pas une source de motivation à la base. On se dit pas, on va aller sur les réseaux, partager du contenu et tout. Toi, t'as une chaîne YouTube également. On se dit pas qu'on va le faire pour recevoir des compliments, mais franchement, c'est peut-être une raison qui fait qu'on persévère. Hein. Je pense que ça y contribue. Si toi aussi t'as envie de te lancer et partager sur n'importe quel sujet, franchement, j'ai envie de te dire. Vas-y, n'aie pas peur. Au contraire, tu seras très surpris ou surprise du résultat. Donc, je t'encourage à fond à lancer ton activité. Même à côté de ton CDI, bien sûr. Bien entendu, on peut faire plein de choses. La preuve, on est avec ce podcast. Ok, donc là, maintenant, et ça fait combien de temps que tu as quitté ce monde? Un peu plus d'1 an, t'as dit? Oui, voilà, j'ai quitté le monde juridique, on va dire. Donc, c'était en février 2021. Okay. Exactement. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, mes patrons, ils me disaient oh, mais vous restez trop longtemps à l'accueil avec les propriétaires, vous leur expliquez, vous prenez trop de temps. Bah ouais, mais en même temps, ils connaissent rien au droit, c'est important pour moi d'expliquer. Donc voilà un petit peu le mood de ce que je partage. Voilà, t'avais déjà la vocation, peut-être même sans le savoir à un moment, de vouloir expliquer. Et après, on va passer sur une partie plus juridique et notamment pour les investisseurs. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu quelle a été l'importance de la location courte durée dans ton choix de départ? C'est vrai que j'ai eu plusieurs invités. Alors là, ça me revient pas tout de suite, mais qui ont quitté justement leur emploi
grâce à la LCD, c'est vrai que c'est un levier très puissant. Alors, il prend beaucoup plus de temps que la location classique, mais Est-ce que tu penses à l'excellente Nat Delpuech? Nat Delpuech, ouais, alors, ouais, exact, ouais, Nat, on l'embrasse, hein, Nat. Exactement. C'est vrai qu'elle elle a... Ah ouais, elle avait quitté, enfin, c'était un peu, les deux sont arrivés simultanément, je crois, elle a quitté, et puis en même temps, elle a eu la LCD, mais c'est vrai qu'elle a envie quasiment que de ça, de ce que j'en sais, en tout cas. Donc, Nat, on t'embrasse, on est content que tu aies récupéré ton compte Instagram. Oui. Ouais. Du coup, ouais, qu'est-ce que cette part de LCD, qu'est-ce que ça t'a apporté Excellente question. Donc, je suis une femme, je suis une juriste, donc c'est-à-dire que je suis une femme égale j'ai besoin de sécurité, je suis une juriste égale je divise mon risque pour justement éviter les impayés, éviter les problèmes à gogo. Donc en fait, c'est pour ça que dans mon parc, j'ai des locations nues et des locations courte durée. J'ai aussi ces fameuses locations courte durée parce que j'étais donc au début de ma carrière d'indépendante en mode est-ce que mes business pourront être monétisables finalement. Donc je me suis laissé 12 mois pour me dire ok, on va voir si mon activité entrepreneuriale, premièrement, me plaît, deuxièmement, plaît au public, entre guillemets, aux clients, avec les avis clients, et puis troisièmement, est-ce que c'est rentable? Donc moi, je ne bénéficiais pas du chômage à ce moment-là, donc 0 €, hein, c'est tout l'argent que je gagne, c'est Bibi qui le gagne. Donc je me suis dit, au moins la location courte durée, quoi que je fasse, je sais que j'aurai au moins 1 000 € net qui rentrent chaque mois pour pouvoir survivre. Alors je dis pas qu'on se fait une super vie avec 1 000 € par mois, mais voilà, moi je m'étais mis en mode moine pendant 12 mois, donc peu importe, je me suis dit avant de mourir, je veux quand même au moins avoir essayé. Et puis voilà, j'avais pas monétisé tout de suite dès le premier mois, mais c'est pas grave, j'avais de quoi ne pas être à la rue en tout cas. Mais je conseille pas forcément de faire ça, hein. C'est un peu se mettre au dos du mur, au pied du mur, je sais pas comment on dit. Mais voilà, donc en gros, ma liberté, le fait d'avoir pu tester mon projet d'entreprise, c'est grâce à la location courte durée. Cool. Et donc, tu as pu te dégager 1 000 € par mois avec, en fait, t'avais pu acheter des LCD avec ton salaire de mirobolant de 1 880 €. C'est ça. Et encore en fin de carrière, au moment où j'ai fait mes invests, je gagnais 1 599,94 € net. Parce que je suis retombée sur ma fiche de salaire à ce moment-là. Pas belle la vie. Ah, c'est quelque chose. Hein. Après, par contre, ça c'est un point faible. Mon point fort, c'est que j'avais fait un très beau dossier bancaire, très bien préparé. Voilà. Je rentre pas dans les détails, mais ça n'a pas empêché de réussir. Donc voilà, tu as pu avoir de quoi générer 1 000 € par mois. Donc tu avais quel âge à l'époque? À peu près 30 ans. C'est ça. Avec un salaire de 1 594 €, allez. Après, moi, je demande les motivations pour lesquelles tu as changé de boulot. C'est vrai que je l'ai pas donné, mais ça en fait partie. Ouais. Forcément. Surtout quand c'est pas la même chose quand on commence et qu'on a ça et qu'on sait que, je sais pas si t'es interne en médecine, probablement, c'est à peu près ce que tu dois gagner. Tu sais que tes perspectives, elles vont changer. Si on parle de 3, 5 ou même 10% par an, quand tu gagnes 1 590 €, c'est pas la même. Après, j'aurais pu devenir huissier de justice ou commissaire de justice. Le revenu médian, ça veut rien dire, un médian, comme tu l'avais dit dans un précédent podcast, c'est entre 3 et 4 000 € par mois. Donc, c'est bien, mais je me suis dit, je peux peut-être encore avoir mieux et peut-être en étant encore plus libre. Voilà. Et en aidant plus les gens et sans casser des portes. Ok. Du coup, je voulais aborder avec toi plusieurs points juridiques. Donc déjà, félicitations pour ton parcours. Merci. Si on veut en savoir plus sur ton parcours, on peut aller sur ta page Insta. Exactement. Donc Claire, comme mon prénom, c'est Laire, et tout attaché d'huissier. C'est le jeu de mots avec un Claire d'huissier. Donc c'est LAIRE-DHUI-2SIER. Claire d'huissier. Et aussi sur mon blog, donc recouvrement-facile.com, surtout s'abonner à la newsletter, parce que c'est là que je partage beaucoup de pépites. J'ai pas toujours le temps de rédiger des articles bien comme il faut, tu sais, optimisation, machin, et je me dis, un mail au moins, ils ont l'info, et ils peuvent réussir. Voilà. Donc, super parcours, et donc je voulais passer avec toi sur cette partie juridique, notamment quand on est investisseur immobilier. Alors en fait, un des premiers points que je voulais aborder avec toi, c'est une question qui m'est déjà, on m'a déjà posé souvent, donc soit les membres du club Invest là qu'on a avec mon associé Michel et avec qui on investit, et surtout même plutôt des gens un peu du quotidien qui font leurs premiers achats. Ça concerne le départ des locataires. Et les gens ils ont souvent tendance à penser que parce que c'est ton appartement, en gros tu le récupères quand tu veux. Est-ce que tu pourrais nous dire dans quelles conditions, surtout ce qui m'intéresse, c'est je souhaite acheter un appartement loué. Alors soit j'estime que
que le locataire, souvent ça arrive, il paye un loyer qui est trop faible. Et en gros, enfin moi je le fais pas parce que je connais la loi, mais je voudrais le virer pour soit faire un petit peu le rafraîchir et puis faire un loyer plus élevé, ou tout simplement parfois les anciens propriétaires ils ont jamais augmenté le loyer et puis même dans l'état ça vaudrait plus. Donc dans quelles conditions on peut faire partir un locataire qui est là en cas d'achat? Excellente question, parce que souvent les biens loués sont vendus sous le prix de marché. Donc très important de se poser cette question. Donc il y a plusieurs éléments de réponse. On est d'accord que c'est un appartement loué en bail d'habitation classique, quelqu'un qui habite à l'année, résidence principale, voilà. Donc c'est l'article 15 de la loi du 6 juillet 89. Donc je répète, article 15 de la loi du 6 juillet 89. Si jamais vous voulez aller voir et relire, parce que là je vais vous le dire à l'oral, mais en général on a plutôt une mémoire visuelle. Donc voilà, je vais faire au mieux pour simplifier. Mais il y a 3 cas qui sont indiqués dans la loi. Donc en cas d'acquisition d'un bien loué, premier cas, lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de 3 ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre, donc uniquement pour vendre, au terme du contrat de location en cours. Donc t'imagines le temps à attendre. Voilà. Donc les baux, en général, ils sont pour 3 ans. Ou 6 ans, ça dépend. Et quand t'es en SCI, ils sont souvent pour 6 ans. Exactement. Donc, et là, c'est après le premier renouvellement. Exactement. Donc, au minimum, après 6 ans, en fait, de location. Voilà. Et ça, c'est après l'acquisition. Donc, même si le locataire, il était là avant, on est d'accord que c'est ton délai à toi qui va repartir. Alors, en fait, là, ce qu'on doit prendre en compte, c'est vraiment le terme du contrat de location en cours. Donc, du précédent indépendamment bailleur. du propriétaire. C'est ça, exactement. Et bien sûr, calculer ça par rapport à la date d'acquisition. Ok. Voilà. Deuxième cas, lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de 3 ans après la date d'acquisition, donc c'est le contraire du premier cas, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre, donc toujours uniquement le motif de vente, que au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours. Voilà, donc là on est dans le cas où le bail il est en cours depuis moins de 3 ans. Donc dans ce cas, le législateur, pour protéger, on dit toujours que le locataire d'habitation est très protégé, là on le voit encore à ce niveau-là, il faut attendre le terme de la première reconduction tacite, alors imagine si c'est 6 ans, ou du premier renouvellement du contrat, mais un locataire n'est pas fou, il va pas forcément renouveler son contrat. Okay. Voilà. Ouais, bien entendu. Surtout pas pour plus cher. Et pas pour plus cher. Voilà. Après, il y a des petites astuces, on va dire, mais en tout cas, on va rester dans la théorie là. Et le troisième cas, c'est lorsque le terme du contrat en cours, donc le contrat de location en cours, intervient moins de 2 ans après l'acquisition. Le congé pour reprise, donc ici on est sur le motif de la reprise pour soi-même ou pour un membre de sa famille, pour faire simple. Donc le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de 2 ans à compter de la date d'acquisition. Donc ça veut dire que même s'il reste pas beaucoup de temps à courir sur le bail en cours, il faudra quand même attendre les 2 ans à compter de l'acquisition pour pouvoir reprendre le logement. Donc même si en fait ça fait super longtemps qu'il est dedans, une fois que tu l'as acheté, c'est 2 ans d'attente minimum. Exactement. Et encore, c'est pour habiter toi, c'est pas pour le revendre voilà. Alors, avec de la plus-value. C'est ça. Alors après, je connais des investisseurs qui disent que c'est pour reprendre, et puis en fait, ça va être pour vendre, pour prendre la plus-value. Voilà. Après, chacun se place comme il veut sur la morale et sur les risques qu'il est prêt à prendre. Mais voilà, ne pas respecter ça, ne donner un faux motif, on va dire, comme une reprise, c'est passible d'amende pénale, voilà, et également de dommages et intérêts si l'ancien locataire ne peut pas être réintégré. Après, voilà, faut pouvoir prouver que t'as finalement pas repris pour toi, etc. Mais ça, c'est déjà vu. Voilà. Et je voulais juste encore ajouter quelque chose, après j'arrête de vous bassiner avec le juridique, mais c'est super important pour faire des affaires. Moi j'ai acheté un bien loué justement, donc je me suis très intéressée à ce sujet. C'est qu'on peut pas non plus donner congé, un peu comme ça, quand le locataire a plus de 65 ans. Ouais. Il y a des conditions, donc faire très attention à l'âge du locataire aussi. Très attention, voilà. Ça c'est un peu les choses qu'on n'exprime pas toujours publiquement, mais et en fait c'est... Parfois on en parle des... Tu sais, quand t'es investisseur, on te dit, t'as des personnes qui conseillent de privilégier, en fait, le fait d'être locataire, surtout quand t'habites dans des villes qui sont chères, plutôt qu'acheter ta résidence principale pour pouvoir investir dans des coins qui sont plus rentables. En fait, quand faut quand même penser à un jour où on sera vieux, on l'espère. Et, moi, souvent, j'avoue que si j'ai plusieurs dossiers, dont une personne de plus de 65 ans, elle va passer après d'autres parce que je sais que le bien il est quasiment irrécupérable. Et donc,
pensez aussi parfois qu'un jour vous aurez plus que 65 ans et que cette loi elle pourra jouer pour ou contre vous selon comment le propriétaire il sera informé à ce moment-là. Peut-être que la loi elle aura changé, hein, mais voilà, on dit souvent qu'avoir un toit sur la tête c'est important et ça il faut pas le perdre de vue non plus. Donc voilà, si vous prenez des biens avec des emprunts sur au moins 20 ans, bah c'est peut-être déjà vers 40 ans qu'il faut se poser la question du toit qu'on aura après 65 ans. Exactement, il y a aussi une condition, on ne peut pas donner congé à une personne qui a des ressources trop faibles. Si vous voulez plus d'infos, hein, je pourrais partager si jamais je veux pas trop saouler les gens qui ne sont pas concernés. Et justement, il y a une exception à ces règles-là, c'est quand on est soi-même un bailleur d'un certain âge. Ok. Voilà, donc pareil, je vous renvoie à l'article 15, à la fin de l'article, c'est expliqué. Loi du 6 juillet 89. Si je dis pas de bêtises, la plupart des dispositions légales pour les bailleurs, c'est la loi on tape bail 1989 loi sur Google. Oui, et c'est cette loi qui compte. Voilà, pour les baux d'habitation, en tout cas résidence principale, c'est cette loi qui s'applique obligatoirement. C'est une loi qui s'appelle d'ordre public, en fait. Voilà. Par contre, si vous avez un garage tout seul à louer, vous n'êtes pas du tout obligé. Je vous déconseille même d'appliquer cette loi, hein, parce que du coup, c'est trop protégé. Voilà. Là, vous faites un bail civil. Ok. Un autre point que je voulais aborder avec toi, c'était les assurances protection juridique. En tant que juriste, quel est ton avis là-dessus? Quel est l'intérêt? Alors j'avoue, moi j'en ai pas. J'y pense. Pourquoi je l'ai pas encore fait? Parce que je l'ai pas encore fait, tout simplement. J'ai aucune raison valable de pas en avoir pris. Si ce n'est que dans mon entourage, j'ai des juristes, donc je me suis dit qu'ils pourraient peut-être m'aider à moindre frais. Mais c'est pas très cher, hein, de ce que j'en sais. Ça coûte comme la PNO à peu près, hein, dans même un peu moins cher. Une dizaine d'euros. C'est par bien en général qu'on l'a. Alors, alors moi j'ai un immeuble, donc du coup je pourrais pas te dire. Mais alors, en fait, c'est pas très juridique ce que je vais dire, mais moi je la prends pour faire plaisir aux banquiers. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est les banques qui vendent les... Je savais même pas, en fait. Bah, tu peux demander. Ok. Moi, en fait, les PNO, je sais, je les prends chez la banque, les protections juridiques. Donc moi, j'aurais plutôt dit c'est par prêt. Ok, voilà. C'est pas par bien, c'est par prêt. Voilà, mais c'est pas forcément très juridique. Alors oui, qu'est-ce que je pourrais dire sur ça? En fait, moi, je fais de l'immobilier pour m'enrichir, que ce soit financièrement, en liberté, pour apprendre aussi beaucoup, parce que j'adore ça, j'ai besoin de ça pour me sentir bien, évoluer et tout. Mais je le fais aussi pour bien dormir la nuit. J'ai pas envie que l'immobilier, ça me pourrisse mes nuits, tu vois. Donc, et même si je suis juriste, moi, je préfère avoir une protection juridique, parce que je me dis, si j'ai n'importe quoi, quelqu'un qui tombe dans l'escalier, même au niveau de la location courte durée, tu vois, qui me dit, ah madame, il y a ci, il y a ça, blabla. Voilà, moi, j'ai autre chose à faire que de m'occuper de ce dossier, donc je préfère avoir un référent, soit un avocat mis à disposition par la protection juridique, soit ça peut être aussi des litiges un peu plus simples, je sais pas, des hauteurs d'arbres, de haies, machin. Au moins, il m'envoie directement des courriers tout prêts, je fais copier-coller, j'envoie, et c'est tout. Mais faut faire très attention au niveau des protections juridiques. Alors, moi, j'ai une petite dent contre les assureurs, donc si vous en connaissez un qui soit vraiment fiable et vraiment clair et transparent, c'est un peu ce que je leur reproche. Dans les protections juridiques, parfois, il y a des causes d'exclusion, ou même dans les garanties loyers impayés. Tu vois, je me souviens, ça me fait encore de la peine d'y penser, d'un propriétaire qui est venu à l'étude, il était super content, il dit « Ah, c'est trop cool, j'ai une garantie loyer impayé ». Et en fait, il est revenu me voir quelques jours après qu'on avait délivré le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et me dit « Ah, mais en fait, mon assurance, elle a limité à 6 mois la couverture de loyer impayé. » Ah ouais, donc en fait, tu signes une assurance loyer impayé, et en fait, c'est que pendant 6 mois, alors que la procédure peut prendre jusqu'à 2 ans. Mon Dieu. Donc, faut faire très très attention à ça. Et pour les garanties de loyer impayé, ça, je connais bien. D'ailleurs, j'ai eu, alors c'est une garantie Visal qui s'est activée pour la première fois. Statistiquement, je le savais que ça allait arriver. Quand tu as plus que 10 biens pendant plusieurs années, tôt ou tard, tu vas avoir un impayé. Alors là, j'ai été assez bon parce que c'est moi qui ai choisi la locataire. Alors j'avoue que d'abord, j'avais choisi un autre locataire qui avait mis trop de temps pour donner les papiers Visal. Ça avait pris presque 3 semaines. Donc, quand tu as un logement vide, c'est un peu... Ça, c'est vraiment l'inconvénient, en tout cas, que moi, je vois du meublé. C'est que vu que tu n'as qu'un mois de préavis, tu peux avoir des logements qui sont vides. Et ça m'est arrivé, voilà, avec cette personne qui avait le droit à Visal, mais qui n'avait pas fait les démarches auparavant. Le temps qu'il obtienne tous les papiers et tout. Du coup, je l'ai donné à quelqu'un d'autre qui avait Visal. Je me suis dit, comme ça, je suis sûr d'être payé. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je suis payé.
La mauvaise, c'est qu'elle a pas payé, elle a jamais payé de ça. Enfin, il y a eu l'état d'entrée, l'état des lieux d'entrée. Et bah, du coup, elle avait payé la garantie et puis le premier mois. Puis depuis, elle a plus payé. Donc là, mais c'est allé super vite. Hein, je dois dire, elle est rentrée en mai et là, en juillet, bah, j'ai déjà reçu l'argent. Donc la Visal, c'est fiable et c'est pendant 3 ans. La couverture, ouais. La couverture. Il y a aussi une couverture pour les dégradations. Je trouve qu'ils ont une très bonne FAQ sur leur site, donc vous pouvez aller voir. Et du coup, pour revenir par rapport aux assureurs, j'ai rien contre les assureurs en soi, mais si jamais vous connaissez un bon assureur qui comprenne nos investissements immobiliers, bah, n'hésitez pas à me souffler le nom. Je pense qu'il y aura un truc très cool à faire avec vous pour partager. Et si je peux juste finir sur la loi de 89, en fait, ce que tu disais avec voilà les personnes âgées, les parties faibles, bah, en fait, je trouve que cette loi, ce qui est regrettable, c'est que comme elle protège beaucoup les locataires, bah du coup les bailleurs, ils veulent se protéger eux-mêmes encore plus, donc ils vont exiger encore plus de documents, encore plus de garanties. Et bah voilà, on se pose la question, alors que c'est horrible, est-ce que je vais prendre une personne âgée ou une personne qui approche des 65 ans? Enfin, c'est inhumain, quoi. Donc en fait, je trouve que cette loi, finalement, elle... comment on va dire ça? Son but... En fait, c'est pas la fausse bonne idée, mais c'est un peu le... C'est comme le serpent qui se mord la queue, mais finalement, son but dessert les personnes qu'elle est censée protéger. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, j'ai des amis graphistes, freelance, même entrepreneurs. Bah, eux, c'est vachement plus chaud de se loger à cause de cette loi que des personnes en CDI qui ont un profil un peu plus faible, comme ça. C'est ce que j'avais eu avec Damien de Fury Construction. Là, il avait raconté qu'il avait eu un mal fou à un moment, alors qu'il avait de l'argent de côté et tout à trouver. Et puis on peut le comprendre. Moi, parfois, je mets des appartements en location. J'ai 10 personnes intéressées, bah, sauf sur celui où j'ai eu l'impayé. Et bah, tu prends le dossier le plus simple, hein, faut dire ce qui est. Et en fait, c'est aussi un peu ce que je reproche, entre guillemets, à Visal à présent, c'est qu'ils ont inclus toutes les personnes qui gagnent moins de 1500 € net. Et en fait, moi, la GLI, la garantie loyer impayé, je la paye 2,5% sur les autres dossiers. Donc, si j'ai un appartement, on va dire, à 500 € par mois, quelqu'un qui est éligible Visal, il va passer devant quelqu'un qui gagne peut-être 1700 € parce que je sais que Visal va payer, je sais que c'est gratuit, je sais aussi, parce que souvent les garanties loyer impayé, tu prends tous les documents, mais ils sont pas validés par l'assurance, sauf si tu payes en plus, et c'est seulement le jour où tu as l'impayé que l'assurance va vérifier. Donc on est aussi un peu dans un truc un peu contre-productif. C'est ça. L'idée à la base, elle était bonne, exactement. Protéger, fournir des logements, la partie faible. Bon là, en fait, elle est elle est surprotégée, je suis d'accord. Et moi, en tant que bailleur, voilà, je vais au plus simple. Quand t'as plein de biens, tu vas pas t'embêter à tout. Et donc, et là, visiblement, quelqu'un, parce que j'en ai parlé avec certaines personnes sur un forum, et visiblement, la nouvelle première ministre, là, Emmanuelle Borne, elle s'appelle Borne en tout cas, et elle va visiblement étendre cette garantie à plus de personnes, donc tant mieux, ça nous fera encore plus de locataires et moins de GLI payantes, donc justement à débourser chaque mois. Justement, je voulais revenir avec toi sur un point. Donc souvent les garanties loyer impayées, elles demandent notamment qu'on ait les fiches de paye, et c'est quelque chose qui est souvent falsifié. Est-ce que toi, dans ton expérience de peut-être de clerc d'huissier, où t'as eu affaire à ça, comment on peut se protéger vis-à-vis de ça? Excellente question. Bah voilà, ça par exemple, les falsifications des documents du dossier locatif, c'est typiquement la conséquence d'une loi qui protège trop les locataires, donc qui n'arrivent plus à trouver de biens, parce que les propriétaires demandent des garanties énormes. Donc le plus commun, en tout cas, qui est falsifié, hein, c'est ce que j'avais lu dans un article de presse, c'est la fiche de salaire. Donc moi, ce que j'invite les investisseurs à faire, et ce que je t'invite à faire si tu nous écoutes, c'est de comparer toutes les informations que tu as dans le dossier. Donc par exemple, logiquement, tu dois avoir une pièce d'identité, donc tu vas aller regarder la date de naissance de ton candidat, et voir par rapport au numéro de sécurité sociale qui se trouve sur la fiche de paye. Donc par exemple, si c'est un homme, ça va commencer par 1, le numéro de la sécu, si c'est une femme, ça commence par 2, ensuite ce sont les deux dernières... les deux derniers chiffres de l'année de naissance, etc., etc. Donc, faut mettre en comparaison tous ces documents-là. Ensuite, tu vas regarder la date d'entrée dans l'entreprise. En France, nous avons 2,5 jours de congé par mois. C'est pas beaucoup, mais c'est la loi. Donc, il faut que le nombre de mois cumulés depuis l'entrée dans l'entreprise corresponde avec ce nombre de congés accumulés, par exemple. Donc, voilà, des falsificateurs, ils vont pas forcément aller jusqu'à corriger ces chiffres-là.
Tu peux aussi regarder le salaire avec le cumul net imposable. Donc mois après mois, pareil, tu compares avec la date d'entrée dans l'entreprise. Et puis une autre astuce que je donne aussi, après j'en ai pas mal d'autres, mais on va aller au plus essentiel. Et celle-là, elle est peut-être un peu touchy, donc je vous invite à vous poser la question si ça vous concerne ou non. C'est que tu vois tout à la fin de la fiche de paye, si une personne a une saisie sur salaire, c'est marqué saisie ou retenue sur salaire. Donc un accident de la vie, ça peut arriver à tout le monde, à moi, à toi qui nous écoutes également. Je dis pas qu'il faut refuser quelqu'un qui a une saisie sur salaire, mais en tout cas, tu peux te positionner. Est-ce que toi, ça serait un élément d'élimination? Pareil, une personne qui demande une avance. Ça, c'est vrai ou fausse fiche de paye? Ah oui, bien sûr, parce que ça, oui, non, bien sûr. Surtout sur une vraie. En général, c'est surtout sur une vraie, bien sûr. Tu vas pas te mettre une saisie sur salaire. Ouais, non, bien sûr, peut-être oublier de l'enlever en tout cas. Voilà. Pareil, quelqu'un qui demande une avance sur salaire, moi perso, je me dis, oula, il a pas réussi à gérer son budget. Est-ce que j'ai envie de prendre un locataire comme ça? Voilà. Je dis pas forcément que j'élimine, mais il va perdre peut-être un point sur les 10 que j'attribue à tout le monde ou quelque chose comme ça. En tout cas, il faut redoubler de vigilance. Voilà. Et si vous voulez bien dormir, c'est ce qu'on dit. Nous, on a des assurances loyers impayées. Franchement, la plupart des gens à qui je parle, on en a. C'est pas si cher. Même les payants de 2,5% par rapport à la tranquillité que c'est. Si vous avez ça allume, en tout cas pour moi, si je vois ça, c'est directement non négociable que je prendrais une assurance loyer impayée. Donc posez-vous les questions. Et visiblement, ouais, les cumuls, c'est là où on voit le plus de sources d'erreur. Je pense qu'on peut aussi comparer entre s'il a depuis longtemps avec sa fiche d'impôt. Et en plus, les fiches d'impôt, ça, on peut les vérifier. Tout à fait. L'avis fiscal, il y a aussi des astuces pour vérifier la carte d'identité. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses, mais la fiche de paye, c'est le plus falsifié, ouais. Ouais, ok. Et surtout, je pense, les fiches de paye. Enfin, si moi je devais frauder, celle du garant serait encore plus simple. Bien sûr. Parce que souvent il est pas là lors des visites et tout ça. Donc, alors je sais pas si toi tu peux me confirmer, mais moi, bon, c'était à l'étranger que ça m'était arrivé. J'avais un bien où j'ai eu des impayés. Je suis allé jusqu'au tribunal, etc. Et j'avais une garant. Et en fait, je l'avais pas vu. C'était un de mes premiers biens. J'avais sa carte d'identité, fiche de paye. C'était la mère de la locataire. Elle avait rempli les trucs, elle avait signé. Après coup, j'ai vu que sa signature c'était pas la même que sur la carte d'identité, mais franchement, j'avais même pas regardé. Et en fait, elle est venue au tribunal et elle a dit j'ai jamais signé ça, c'est pas à moi, ma fille me les a volés chez moi, etc. Est-ce que tu sais s'il faut vraiment qu'il soit là en personne? Je pense. Hein. Alors ça dépend. Là, depuis pas très longtemps, le garant peut signer à distance. Faudrait juste que je revérifie parce que ça a changé il y a pas très longtemps. Okay. Mais effectivement. En tout cas, je peux quand même vous conseiller, si c'est dans la mesure du possible, de vraiment les voir et pour pas que ça vous arrive finalement. Moi, vu que c'était à l'étranger, j'ai pu me faire payer. Je me fais encore payer par rapport à ça, parce qu'en France, c'est beaucoup plus compliqué pour les personnes non solvables. Mais voilà, c'est vraiment si vous avez des garants, essayez de les faire venir et puis un peu, ça vous aide aussi à prendre un peu la température. Exactement, le feeling, c'est très important. Mais si vous faites la signature électronique, c'est avec un logiciel vraiment agréé. Hein. Faites attention. Par exemple, il y a DocuSign de mémoire, il est agréé, donc faites bien attention à ça. Ok, super. Qu'est-ce que tu regarderais justement avec ton expérience d'huissier chez les locataires potentiels Justement, nous, on veut juste être payé, avoir le moins de problèmes possible. J'en ai des super bons, les locataires. Si vous m'écoutez, hein, je vous embrasse. C'est pas la peine de m'appeler. Donc, à quoi il faut... Est-ce que, par exemple, tous les garants sont acceptables? Ok. Excellente question. Alors, je précise juste que je n'ai jamais été huissier de justice. C'est vrai que je suis une ancienne clerc d'huissier de justice, diplômée huissier, mais je n'ai jamais exercé. Je suis transparente sur ça. Donc, qu'est-ce qu'on regarde, notamment au niveau des garants? C'est ça ta question? Bah, en fait, tu sais, je suis speaker dans des événements immobiliers et je parle souvent de ça. En fait, ça peut paraître contre-intuitif, surtout pour une juriste cartésienne et tout, mais en fait, le feeling. Franchement, je trouve que le feeling, c'est un très très bon indicateur, très bon premier indicateur, déjà. Voir que, par exemple, si on va sur la location étudiante, voir que les parents sont très impliqués, ils veulent visiter avec leur fille, leur fils, ça c'est très révélateur, je trouve. Après, si tu t'intéresses à la PNL ou la communication non verbale, bah voilà, il y a une personne qui a les bras croisés pendant la visite ou qui commence à critiquer, je sais pas, une partie, voilà, le mur peint de cette couleur, c'est pas ouf. Voilà, il y a même pas encore locataire qui te pose déjà souci.
Voilà, moi, je regarde quand même De l'humain. de l'humain, ouais, avant tout. Et- Et puis aussi, par exemple, sur le dossier locatif, est-ce qu'ils te le transmettent tout de suite à ta demande? Est-ce que quand tu demandes une pièce complémentaire, il te répond en combien de temps? Est-ce que c'est des feuilles un peu dégueu? Est-ce que c'est par mail? Voilà, c'est un peu voir le comportement. sérieux, ouais. Voilà. Exact. Alors moi, d'expérience, peut-être tu me contrediras, alors j'ai deux profils que maintenant je prendrai plus. Le premier, c'est une qui commence à tout mesurer et tout, voilà. Alors bon, j'avoue, ils sont hyper tatillons. Au début, ils étaient très relous, je sais pas comment on va dire. Enfin, en tout cas, agaçants. Alors que j'avais mon gestionnaire qui faisait encore tampon. Et maintenant, ça fait 3 ans. C'est mes locataires qui payent le plus gros loyer. Ça fait 3 ans qu'ils sont là. Ils continuent à payer. Donc même si de temps en temps, on a des petits. Je pense qu'ils ont eu une mauvaise expérience à un moment. Mais elle était déjà en train de mesurer. Elle m'a demandé une contre-visite. C'est la seule fois de ma vie que ça m'est arrivé une contre-visite pour de la location. Et aussi, elle était en train de mesurer si le bahut ou la commode de sa grand-mère allait rentrer dans le couloir et tout ça. Donc ça, voilà, trop tatillon, direct. C'était post-confinement que je l'avais fait rentrer, donc moins de dossiers que d'habitude. On avait testé la demande au moment de l'achat, plein de demandes. Au moment de la mise en location, pas de demande. Bon, c'était comme ça. Donc on les a. Maintenant, ça fait 3 ans qu'ils payent, donc on est content. Et après, et là, tu vois, celle qui a pas payé, c'était ce profil, ça aurait dû m'allumer direct. C'est les gens trop enthousiastes. Aussi. Une fois, j'ai eu un gars, il était Exact. super enthousiaste. Au final, il a pas signé le bail. J'avais dit non à d'autres gens. Et là, elle était vraiment, quand je lui ai dit que c'était bon, vu que le gars, il avait le précédent, il avait mis 3 semaines à pas envoyer les documents. J'avais dit bon bah c'est pour vous. Elle avait dit ouais trop bien, meilleure nouvelle de la journée et tout. Et bah voilà, ça, si vous pouvez ne pas faire l'erreur que j'ai faite, les gens trop qui sont un peu enthousiastes, c'est une chose, ça. mais elle, c'est vrai que ça se sentait un peu là, presque ça sonnait faux, tu vois. Voilà, ou les beaux parleurs, ou les personnes qui essayent un peu de, voilà, avec leur comportement ou leurs paroles, de gruger un peu le dossier locatif. Après, pour ta première locataire, l'expérience de celle qui mesure et tout, effectivement, souvent des personnes, mais ça c'est pas valable que pour les locataires, hein, pour tout, les personnes en fait ont souvent des peurs mentales, et donc pour pouvoir les amener à faire ce qu'on veut, donc c'est-à-dire les faire payer si c'est notre locataire, etc., il faut leur les rassurer, bizarrement. Après, c'est pas forcément à nous de rassurer pour un locataire, mais si t'as un bon feeling avec elle et que c'est vraiment ça, effectivement, rassurer sur les peurs. On se rend pas compte les peurs que les gens peuvent avoir, et même nous, hein, quand on fait un nouveau truc. Ça, c'est énorme. Si t'arrives à comprendre ça en psychologie, toi qui nous écoutes. Ouais, non, c'est important. Et alors moi, j'ai eu longtemps, surtout avant d'être investisseur IMO, j'ai acheté et j'ai revendu des voitures. Et souvent, je disais aux gens, la tête du vendeur, ça compte plus que la voiture, quoi. Parce que surtout les voitures un peu problématiques, les gens honnêtes, ils vont les donner à des garages d'occasion parce qu'ils veulent surtout pas que que les acheteurs ils reviennent chez eux. Être tenu des garanties, donc, c'est les pires litiges au tribunal. Ça, c'est ouais. un enfer à exécuter chez les huissiers, franchement. Voilà. Donc je comprends. Donc moi, j'achetais toujours chez des privés. Alors je conseille pas de faire ça pour les appartements, mais pour les voitures, j'achetais toujours chez des particuliers. Souvent, si tu vas chez eux, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'il y ait des boîtes Hermès, des trucs comme ça. Tu sais qu'ils sont pas, ils amènent pas la Porsche chez Noroto pour changer les disques. Et donc la tête du vendeur, t'as à peine besoin de voir la voiture 3 fois sur 4 dans l'immobilier. C'est pareil, ça peut compter plus que... C'est ça. En tout cas, juste par rapport à un refus d'un dossier d'un candidat, vous savez que je sais plus comment elle s'appelle cette association, la HALD, non, je sais plus, est veille beaucoup à ce qu'il n'y ait pas de discrimination. Donc vous, en tant que bailleur, il faut toujours fonder son refus sur un motif de ressources, par exemple. Voilà, pas sur la tête, bien sûr. Enfin, je sais que tu le sais, hein, bien sûr, mais je fais juste le rappel parce que j'ai eu des témoignages d'investisseurs, même d'agents immobiliers, qui ont eu des rappels par rapport à ça, des convocations et tout. Voilà, ils font attention. Ouais. Moi, je donne le moins de détails possible en général. Comme ça, je me dis que ça crée le moins de problèmes. Je dis voilà, j'ai pris quelqu'un d'autre. De toute façon, en général, je refuse pas quelqu'un, je prends une personne plutôt qu'une autre. Un petit point que je voulais voir avec toi, c'était donc t'as pas été huissier, mais t'as travaillé dans une étude. Dans plusieurs études d'huissier, oui, bien sûr. Plusieurs études d'huissier.
quelque chose dont les gens ne sont pas forcément au courant quand on veut expulser ou faire appliquer une décision de justice. Qui c'est qui doit payer ces frais, des honoraires d'huissier, on dit? On peut dire ça, oui, tout à fait. Même les frais de procédure, mais ça comprend les honoraires. De procédure, qui doit les payer? Et est-ce que tu sais peut-être nous dire combien ça coûte? Je sais pas. Excellente question encore. Si tu as une protection juridique ou une garantie loyer impayé qui tient la route, c'est pris en charge par l'assurance. Voilà. Y compris donc l'avocat et l'huissier. Ça, il faut voir dans les clauses. Mais idéalement, oui. Je veux dire, si c'est une assurance un peu sérieuse, oui, j'ose espérer que ça contienne ceci. Ou alors, parfois, j'ai vu des propriétaires qui devaient faire l'avance, mais l'assurance remboursée. Voilà. Après, si tu n'as pas de protection juridique ou de garantie loyer impayé avec cet aspect-là, donc c'est l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution. Je suis un petit peu relou sur les textes, mais parce que je dis à mes élèves, voilà, il faut que vous sachiez trouver les fondements juridiques, donc je vous les donne si ça peut vous intéresser. En fait, c'est un article de loi qui dit que les frais de l'exécution sont à la charge du débiteur. Donc, autrement dit, tous les frais que tu devrais exposer pour un recouvrement ou pour expulser une personne, normalement, c'est à cette personne-là qui a causé le problème, de les payer. Le débiteur, c'est ton locataire qui paye pas. C'est la personne qui doit de l'argent. Exactement. Donc ça, c'est la théorie. La pratique, c'est que, donc si tu n'as pas d'assurance, l'huissier de justice ou le commissaire de justice a l'obligation de te demander une provision. Donc c'est-à-dire une somme à valoir sur les futurs frais. Donc là, il n'y a pas de montant, mais on peut déjà facilement te demander 800, peut-être 1000, 1500, pourquoi pas loin de 2000 euros aussi, après ça dépend, pour ces frais-là. Donc, il y a deux choses. Si tu sais que c'est juste pour un recouvrement, par exemple, t'as, je sais pas, des charges impayées qui sont apparues 1 an après le départ de ton ancien locataire, et là, tu dois vraiment te poser la question, est-ce que c'est une personne solvable? Par exemple, si tu sais qu'il travaillait et qu'il n'y avait pas de souci, et que c'est juste qu'il a pas envie de payer, là, je te dirais d'aller au tribunal parce que tu retrouveras tes sous, c'est une personne solvable. Mais si tu sais que c'est une personne insolvable, soit parce qu'elle est en fin de carrière, ou que c'est, un jeune qui a aucune envie de travailler, laisse tomber. Tu vas perdre encore plus de plumes en frais de justice qu'à récupérer ton impayé. Par contre, si on est vraiment sur l'expulsion, donc c'est-à-dire une personne qui est dans ton logement, dans ton appartement ou ta maison, et que tu souhaites expulser, donc c'est le même principe. Mais pour limiter les frais, si tu sais que la personne est insolvable, tu vas demander de poursuivre uniquement l'expulsion. Parce que si tu sais qu'elle est insolvable déjà de base, l'huissier, tu vas lui dire, c'est pas la peine d'aller faire des saisies. Okay. Parce que sinon, tu vas devoir les payer toi. Donc c'est deux choses différentes, ouais, exactement. Donc, un, c'est expulser les gens, et l'autre, c'est récupérer l'argent. Voilà. Donc, si tu sais d'office que ton locataire, je sais pas, il est en situation vraiment très compliquée, ou en dépression, des choses comme ça, enfin, la maladie, ça peut arriver à tout le monde, encore une fois, toi, pour limiter tes frais et garder ton cash flow, ta trésor de guerre, tu ne demandes que l'expulsion, entre guillemets. Okay. Dans la décision de justice, tu demandes les deux, parce qu'une décision de justice est valable 10 ans, donc tu dois demander la condamnation au loyer impayé, aux charges impayées, etc., parce que peut-être que dans 5 ans, 10 ans, il ira mieux, et tu pourras recouvrer la somme, enfin, si tu le souhaites, après, c'est ton droit le plus absolu de pas le demander, mais je te recommande de le faire, et tu demandes également l'expulsion. Okay. Voilà. Et donc, le prix, pour répondre à ta question, je peux pas dire le tarif des commissaires de justice, des huissiers, est le même dans toute la France, mais tu vois, par exemple, tout dépend, est-ce qu'on va jusqu'au bout de la procédure ou pas, quel était le coût du serrurier aussi, parce que ça, c'est des frais que l'huissier prend pas, c'est juste qu'il les utilise, est-ce que c'est une grosse porte, pas du tout, voilà. Ça peut être très variable, ok. Mais prévoit, 1500, 2000, 2005 pour être vraiment très très large, quoi. Et c'est vrai que c'est un bon point que tu as soulevé, par exemple, Michel, mon associé, qu'on embrasse, lui, il avait vendu un appartement, et après, il y a eu la compagnie des eaux qui s'était retournée contre lui avec quand même une sacrée facture. En fait, le nouveau propriétaire, il avait jamais fait le changement, et ça allait jusqu'au tribunal, plus huissier. Il a vu qu'en fait, c'était quelqu'un qui avait acheté son appartement déjà. Il avait les moyens d'acheter un appartement. Je sais plus le prix qu'il avait vendu, mais voilà, c'était plusieurs centaines de milliers d'euros sûrement. Tu te dis, il peut. Alors c'est idiot parce qu'en fait, il a dû payer sûrement 2 fois le prix de la facture, mais il voulait pas payer. Et là, il est allé jusqu'au bout et il a récupéré son argent. Exactement. Et puis une info que vous devez bien vérifier dans votre contrat de location, c'est d'avoir les dates et lieux de naissance de votre locataire, parce qu'en fait, en France, pour pouvoir trouver les informations, les éléments de solvabilité des gens, donc savoir où les personnes, les débiteurs ont un compte, où ils travaillent, peu importe les sources de revenus, c'est grâce aux dates et lieux de naissance. Donc, dans votre contrat de location, normalement, ça y est, d'office, mais j'ai déjà vu des contrats où il n'y avait pas l'info. Alors là, pour trouver l'info, laisse tomber. Donc, veillez à bien avoir ces informations au cas où
ça devait mal se passer, mais ça va se passer très bien, rassurez-vous. Mais voilà, n'oubliez pas, quand vous êtes bailleur, vous voyez, moi j'ai eu mon premier impayé. Ça fait 10 ans que je suis investisseur. Bon, là, j'ai enquillé de plus en plus de lots, donc forcément, j'ai augmenté statistiquement la probabilité que ça arrive. Ça m'était déjà arrivé à l'étranger, ça arrive où vous soyez. Parfois, on fait... Si on regarde, je sais pas, moi tout seul, j'ai dû choisir peut-être 30, 40 locataires dans ma vie. Bah voilà, je me suis raté ce coup-ci. Enfin, je me suis raté 2 fois en tout. C'était comme ça. Ça t'empêche pas de réussir et de non. continuer. Non, ben voilà. Exactement. Et sinon, je pense qu'on va arriver aux questions de fin. Je sais pas si tu voulais rajouter un point sur les vérifications juridiques à faire. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. Oui, je veux pas non plus bassiner les personnes, mais je pense que si déjà elles ont ça en tête, elles sont très avancées par rapport à la majorité des bailleurs. Okay. Donc moi, ce que je retiens, c'est la loi de 89, que vous pouvez pas virer un locataire quand vous achetez. Si c'est vendu en plus en SCI, les durées des baux, ils sont de 6 ans, donc c'est encore plus long. Donc veillez à tout ça. Après, tout ce qui est impayé et tout, c'est l'exception, on peut s'assurer. Ne faites pas n'importe quoi quand même. Donc je vais passer aux questions de fin. J'ai une question qui est un peu en lien avec tes 2 activités, ou 3 activités. C'est quand est-ce que tu t'es le plus inquiété pour l'argent, à part le jour où tu as vu ta fiche de paye à 1594 euros. Et oui, mais ça pousse à trouver des solutions, donc c'est une bonne chose. Eh ben, il y a 2 moments qui me viennent en tête. Le premier moment, c'est quand j'ai vu tout ce que j'avais oublié d'estimer comme travaux. Là, je me suis dit, mon Dieu, comment je vais trouver les sous? Donc après, moi, j'avais de l'épargne personnelle, donc je recommande toujours de faire de l'immobilier avec un minimum d'épargne quand même. Donc je me suis inquiétée, mais ça m'a surtout embêtée pour la suite, mais j'ai pu trouver la solution, ça m'a quand même inquiétée. Et puis je me suis laissé 12 mois, c'est ce que j'ai dit au début du podcast, pour me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Et la fin du 11e mois, donc à la veille du 12e mois, les caisses étaient vides et je me suis dit, wow, c'est vraiment chaud patate. En fait, j'étais au pied du mur et je me suis dit, faut que je réussisse. Donc c'est parfois en se mettant dans des situations inconfortables, après je m'y suis pas mise volontairement non plus, mais bon, c'était la réalité, que on peut réussir. Et en fait, mon 12e mois, ça a été mon meilleur lancement que j'ai jamais fait. Donc où c'est vraiment ce 12e mois où j'ai pris la décision d'y rester, où je voyais que c'était vraiment possible d'en vivre très confortablement de ces activités. Et voilà, donc je me suis inquiétée pour l'argent 2 fois, mais au final, ça c'est toujours bien fini, parce qu'on trouve des solutions. Après, c'est ça, c'est comme dans le sport, faut pas trop sortir de sa zone, faut sortir de sa zone de confort, faut pas aller trop loin. Et forcément, c'est des zones qui sont inconfortables. Et si tu avais voulu rester dans le confort, tu serais resté dans ton métier. Si tu t'étais dit, je dois faire 1 million en 1 an, peut-être que tu ne serais pas parvenu. Là, en fait, tu avais mis le curseur au bon endroit. On va dire que tu avais, par rapport à ta situation, t'as tiré jusqu'au bout, plus ou moins. Et par rapport à ton chantier, c'était un immeuble, ton premier achat. Forcément, alors peut-être tu me contrediras, mais les immeubles, moi je sais que j'en ai pas. J'ai pas fait d'épisode pourquoi j'ai pas d'immeuble, il y a plein de raisons. La principale raison, c'est dans les régions où j'achète un immeuble de 4 lots, ça vaut le prix de 5 appartements. Donc c'est tout ça, c'est tout simple. Mais dans des immeubles, tu peux avoir on va dire les imprévus, ils sont... tu fais fois le nombre de lots, clairement. Fois le nombre de lots, plus... Puis la toiture, c'est que pour toi, t'as pas de copropriétaire pour... C'est ça. Et puis peut-être que le suivi, il a été aussi moins bien fait que, surtout si c'est une grande copro avec un syndic pro. Si vous achetez à quelqu'un qui a l'immeuble depuis 25 ans, voilà, il peut ne rien avoir fait et puis tout peut vous tomber dessus. Donc, on sait qu'on peut emprunter une grosse partie de la somme. Si vous pouvez le faire, je recommande de le faire dans quasiment tous les cas. Mais n'oubliez, c'est pas pour autant qu'il faut partir avec 0, quoi. Exactement. On a vite des imprévus. Je pensais que tu n'avais pas d'immeuble à cause de Booba. Parce que si je traîne en bas de chez toi, je fais baisser le prix de l'immobilier. Mine de rien, c'est aussi un des arguments, parce que moi j'ai un bon ami où ils ont mis des sans-papiers à côté de chez lui qui mettent de la musique à fond. Quand on appelle la police, tu te doutes bien. Alors bon, moi je suis pas expert là-dedans et je veux pas faire de jugement, mais s'il y a des sans-papiers
qu'on n'expulse pas, c'est pas la nuisance d'à côté qui va intéresser la police. Et tu vois, il était en train de vendre son immeuble et d'ailleurs, il a réussi à le vendre et la ville va peut-être le préempter. Donc, on t'embrasse. Waouh. Après toutes ces galères. Donc, c'est aussi un point, je suppose. Alors là, j'ai pas du tout de source, je sais pas si c'est vrai, mais que tu as beaucoup plus de chances de te faire préempter un immeuble qu'un appartement seul par une ville, à mon avis. Ok. Enfin, souvent, les Ça villes, elles m'étonnerait pas. veulent un peu déjà regarder. Souvent, elles profitent du droit de préemption pour aller vérifier un peu l'état des logements dans la ville. Et puis, je sais qu'il y a des villes qui préemptent, qui font venir un artisan et après qui revendent le package à des investisseurs en disant c'est cet artisan, c'est ces travaux à faire, ça coûte tant. Donc, c'est aussi une des raisons. Mais après, il y a beaucoup d'avantages à avoir un immeuble, notamment automatiser la LCD comme tu le fais. Exactement. On n'est pas trop venu là-dessus, mais Claire, elle est vraiment spécialiste de LCD. Elle fait ça très, très bien. Merci. Et enfin, j'ai pas vu ses comptes, mais en tout cas, j'ai vu ses annonces et puis j'ai vu qu'elle était super haute. Et elle porte beaucoup d'attention à ça. Après aussi, ça a été ta porte de sortie du salariat. Exactement. Donc, pas le choix. T'as dû vraiment j'ai bien charbonné. En prendre soin et puis faire un suivi de tous les, pas de tous les instants, mais un suivi quand même très, très régulier. Est-ce que tu pourrais nous partager le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Exact. Avec plaisir, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est d'accepter d'être imparfait ou imparfaite. Moi, je suis une ancienne perfectionniste, je sais pas si ça se voit. Mon blog, je le trouve horrible esthétiquement, pour te dire, mais en fait, je sais que j'apporte de la valeur. Pareil, le groupe Facebook Bâtir son empire immobilier, donc rejoins-nous si tu es un investisseur ambitieux. Tu es le bienvenu. Avec Aurélien, on anime ça, et puis notre team de modérateurs géniaux, Stéphane et Alex, que j'embrasse. En fait, pareil, le groupe, j'aimerais l'animer même encore plus, tu vois, mais c'est pas grave en fait. Partage, fais de ton mieux et ça va bien se passer. C'est un podcast que j'ai écouté récemment de Aline The Bee Boost. Je sais pas si tu connais, c'est plus orienté entrepreneur. Et en fait, elle a dit la phrase suivante. Donc, je vais la lire 2 fois pour que tu t'en imprègnes. Accepter d'être invité autour de la table pour contribuer à la discussion de manière imparfaite. Donc je répète, accepter d'être invité autour de la table pour contribuer à la discussion de manière imparfaite. Parfois, je suis invitée dans des groupes d'investisseurs, des millionnaires, des gens qui ont empilé l'eau, je me dis mais qu'est-ce que moi, une petite nana qui démarre son patrimoine doucement, qu'est-ce que je fous là, quoi? Pourquoi le syndrome de l'imposteur, on l'a tous, hein. Même parfois encore aujourd'hui, beaucoup moins, hein, mais parfois encore aujourd'hui. Mais non, c'est juste accepter d'être imparfaite et ça fait des miracles, vraiment. Voilà. Et si moi j'étais perfectionniste, vous n'auriez pas un épisode de podcast par semaine, parce que parfois ça à l'arrache, parfois j'enregistre quand je peux, je monte comme je peux. Je suis pas ingénieur du son. Parfois je paye des gens pour le faire, mais pas tout le temps. Donc ouais, c'est ce qu'on dit, hein, souvent, fait c'est mieux que parfait. Parce que parfait, c'est pas fait, soi-disant. Exactement. Cas, voilà. Il faut pas priver le monde de sa lumière, et tes partages sur ton podcast sont très cool, donc continue comme ça. Et quand on est investisseur, moi au départ, je cherchais souvent la perle rare, justement. Mais tu vois, si on cherche de la renta, ça sert à rien d'acheter un bien à 15% dans l'année. Enfin, ça dépend des moyens que vous avez. Si tu peux en acheter 5 à 10, tu vois. Exactement. Ou 5 même à 8. Parce que, en fait, moi maintenant, c'est ça. Quand je fais les calculs, ça rentre, boum. Je suis plus à comparer, tu vois. Si tu veux aller vite, moi, j'essaie d'acheter 5 biens par an. Et puis, surtout le tenir sur plusieurs années, comme on essaye de le faire, tu peux. Le choix, souvent, il est plutôt source de problèmes que tu fais tes trucs, c'est bon, boum, tu vas, et puis tu t'enchaînes. Ok. Est-ce que t'as un peu cité quelqu'un? Est-ce que tu aurais une autre citation ou une devise de vie à nous partager? Oh, je sais pas si c'est une devise de vie, mais c'est une citation qui me fait sourire. C'est surtout dans les moments où on est un peu en bas de l'énergie. C'était d'ailleurs dans le podcast que tu avais fait suite au week-end investisseur que tu avais organisé, qui était très cool. Encore merci pour cette organisation et ton accueil, et à Michel aussi. J'avais dit, si t'entends ce podcast, t'es sur la route peut-être pour aller faire des visites, t'es sur ton chantier, continue comme ça parce que ça a porté ses fruits. Donc voilà, si jamais t'es en énergie un peu basse, je vais te dire la phrase qui me motive, je ne connais pas l'auteur. Parfois j'ai envie d'abandonner, puis je me rappelle qu'il y a beaucoup de gueules que je dois fermer. Et pas la tienne. Et ouais, c'est une très très bonne citation. C'est vrai qu'en fait, on en parle parfois, mais pas tout le temps, quand t'es investisseur
ou même moi avec mon podcast, en ce moment, j'ai des écoutes qui ont décollé et ça marche super bien. Donc merci à tous les nouveaux auditeurs et surtout à ceux qui sont là depuis longtemps. Mais c'est un peu ingrat. Je postais. Parfois, j'ai l'impression que j'avais un super épisode, t'as moins d'écoute. Puis d'un coup, ça prend. Et tous ces business du web, pareil, quand t'es investisseur, bah, au début, tu visites, t'achètes, en fait, tout ton cash, même le cash flow, il part dans des petites réparations et tout. Puis c'est qu'au bout d'un moment, vraiment, que les gueules commencent à se fermer. Donc c'est un peu ingrat et c'est très dur par rapport au rythme de vie qu'on pouvait avoir avant, où tu fais tes études, par exemple, tu réussis chaque année, tu avances, t'es salarié, t'es payé tous les mois, la même chose. Alors ça peut être bien et pas bien. Voilà, là, on est sur ça s'appelle la J-curve, là, souvent, ou la crosse de hockey. Et quand t'es en bas du J, là, c'est quand même dur. Exactement. Voilà. Ok. Et avant de finir, est-ce que tu aurais un invité ou une invitée à me recommander pour le podcast? Oui, bah déjà tu en as invité pas mal, très intéressant. Ouais, J'aime bien me balader quelques dans tes podcasts, c'est connaissances communes et puis. Exactement. Bah en fait j'ai pensé à 3 personnes. Je vais les citer comme Bien ça. sûr. Donc il y a David et Sarah sur Instagram. Il s'appelle DS Investissement et je les aime beaucoup parce que c'est un couple qui investit ensemble, qui sont très carrés, ils cartonnent, ils font des super belles rénovations, ils partagent. Et en même temps ils sont tellement drôles et tellement gentils. Je les ai rencontrés, c'est un couple breton, donc big up à eux et puis vous pouvez aller les suivre. Mais je pense que eux, ils pourront vraiment bien correspondre. Là, ils avaient partagé un speech sur comment bien investir en couple avec même les précautions juridiques, selon si on n'est pacsé, marié, etc. Donc pourquoi pas. Super intéressant. Et puis être investisseur en couple, ça peut avoir des risques, mais c'est aussi souvent, ça peut être très bien pour le couple, si ça se passe bien. Exactement. J'aime beaucoup le parcours de Steven Giron, qui est parti de 0, même encore moins que 0, et qui aujourd'hui a un super lifestyle grâce à ses locations courte durée notamment. Donc parcours très inspirant. Et puis c'est une copine investisseuse, alors qui est pas hyper connue des réseaux pour l'instant, mais qui mérite d'être connue, c'est Amandine. Donc sur Instagram, elle s'appelle amande.imo. Donc elle cartonne en LCD, elle est super humble, mais c'est une killeuse. Franchement, elle assure, en plus elle est maman, donc vraiment j'admire les parents investisseurs. Donc si tu es papa investisseur LCD ou maman investisseuse dans l'immobilier, vraiment gros big up, respect. Voilà les invités que je te recommande. Ok, donc 4 invités. C'est vrai qu'un couple, j'avais déjà un couple d'Alsaciens dans le viseur, mais des couples c'est très intéressant parce que mine de rien le couple c'est pour la plupart des gens une grosse partie de leur vie et pouvoir mêler les deux. Eh ben, ce serait fort intéressant. Puis ils sont comme nous, tu vois, ils sont nature, ils sont assez cash, ils disent, ah ouais, puis là, on s'est engueulé pour ci, pour ça, donc c'est assez drôle. Je pense que tu vas rigoler si tu les invites. Ok, super. Eh ben, Claire, ça m'a fait super plaisir. Donc, si on veut te contacter, Instagram, Claire Duissier, ton blog, recouvrement-facile.com. Et le groupe Facebook. Facebook, Bâtir son empire immobilier. La chaîne YouTube. Yes, ça s'appelle Claire Recouvrement Facile, tout simplement. Claire Recouvrement Facile. Eh ben, merci à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Et je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Bye bye. Et voilà, on arrive au bout de ce podcast. J'espère que vous avez saisi les pépites juridiques que Claire a pu nous partager. Je vous rappelle, partagez l'épisode, notez-le, plus de notes, 100 notes sur Spotify. Rejoignez-nous sur le groupe Telegram. On est 47, je crois. Et voilà, la vie est belle. Je vous souhaite une belle semaine d'été et on se retrouvera la semaine prochaine. À très bientôt. Bye bye.